Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne l'outil de cube rigide. Suivi, je vous montrerai comment fonctionne l'outil Self-Fracture. Et ensuite je vous montrerai comment réaliser le petit rendu qui est actuellement sur ma chaîne. C'est-à-dire la balle qui traverse une vitre et la casse. C'est-à-dire cette animation là. Voilà, pour faire cette animation, je vais vous montrer comment réaliser ça, dans le but de vous montrer la fin de la série du tutoriel, qui est, on va venir sur la playlist, qui est celle-ci, voilà, comment créer un effet spécial du cinéma sous Blender, c'est-à-dire, je vous ai montré comment utiliser un immeuble, voilà, un immeuble, texturé, meublé, et maintenant, on va faire venir une météorite dessus, qui va l'exploser, le pulvériser avec des débris qui vont tomber. Donc pour vous faire comprendre tout ça, il faut bien vous compreniez comment fonctionne l'outil de cube rigide et ensuite l'outil de Self-Fracture. Donc on va progressivement comme ça. Je vais répondre à plusieurs questions. Déjà, comment faire un effet de verre qui se brise. Donc ça va être le tutoriel du rendu de la balle qui traverse la vitre et qui la fait exploser. Ensuite, comment réaliser justement la fin du tutoriel pour faire exploser notre immeuble. Donc aujourd'hui on va justement parler de l'outil de cube rigide. Donc l'outil de cube rigide, qu'est-ce que c'est? Donc dans Blender, on va lancer le screencast. Dans Blender, je vous ai déjà montré que si je fais Shift A Mesh Cube, on a un cube, mais si je lance la lecture, il ne se passe rien, car le cube ne fait pas partie du monde de cube rigide. Ce qu'on appelle le monde de cube rigide, c'est-à-dire c'est un monde, c'est un groupe dans lequel tous les éléments qui sont dedans s'interagissent les uns aux autres avec des forces, de la pesanteur, des mouvements, des forces, voilà. Et ils peuvent se percuter, interagir et ainsi de suite. C'est ce qu'on trouve dans les moteurs 3D, Unreal, Unity et ainsi de suite. Ça peut servir aussi pour les jeux. Par exemple, pour ceux qui jouent à Fortnite, quand on tape avec une pioche dans une maison, ben ça explose parce qu'on a, au moment du choc, au moment du contact physique entre la pioche et la paroi, ben on dit au logiciel, ben il doit se passer quelque chose. Donc il faut bien qu'il y ait une détection du choc, du mouvement. Donc pour faire ceci, il faut que mon cube soit justement dans ce monde de cube rigide, c'est le terme employé dans Blender. Donc pour faire ceci, il suffit d'aller dans Physique. Et on va cliquer sur Ajouter actif. À ce moment-là, on va voir que mon cube va s'entourer d'un petit trait vert au lieu d'un petit trait rose. C'est-à-dire qu'on l'a bien fait rentrer dans l'outil de cube rigide. Je vais l'enlever et je vais vous montrer ça. Donc là, ici, en cliquant sur le troisième bouton, on a ici des réglages de l'univers justement dans Blender. Donc ici on a la caméra, les réglages unité, métrique, degré, voilà. Et on a ici la gravité, et ici on a le fameux monde de cube rigide. Donc là je vais supprimer le monde de cube rigide, voilà, on n'en a plus. Ici on a la pesanteur, c'est-à-dire sur l'axe Z, on a dit qu'on avait une pesanteur de moins 9,81 mètres par seconde carré. Ça veut dire qu'on a une accélération qui correspond à ça, la pesanteur de la Terre, c'est bien moins 9,81 mètres secondes par carré, c'est-à-dire que toutes les secondes, l'objet a une vitesse qui augmente de 9,81 mètres par seconde. C'est-à-dire que la première seconde, on a 9,81 mètres, la deuxième, on a 19,62 mètres par seconde, la troisième, 9,81 mètres seconde en plus, et ainsi de suite. Toutes les secondes, la vitesse augmente. Donc ça, c'est une accélération. C'est la pesanteur, c'est la vraie donnée. Si on met par exemple sur la Lune, cette valeur est divisée par 6, à peu près 1,65 mètres par seconde carré sur la Lune. Si par exemple ici je mets plus, alors on va voir ce qui se passe. Là je vais passer en actif, je vais ajouter actif, et là on va lancer la lecture. Et on va voir que mon cube est bien rentré dans ce monde de cube rigide et il tombe. Et il tombe en accélérant. Il va tomber en accélérant, et ainsi de suite. Voilà, sans arrêter, parce qu'on ne lui a pas mis d'obstacle pour lui dire, ben, je veux que tu tombes sur quelque chose. Voilà. On ne lui a pas mis d'autre objet, donc tu tombes tout le temps.
Donc vous avez peut-être remarqué que si je vais supprimer le monde de corrigide, là si je supprime, j'appuie sur point pour me recentrer ici. On va cliquer sur enlever. Hop, on va cliquer sur enlever. Alors on va ajouter une... Alors on a un problème parce que j'ai fait ce qu'il fallait pas. Je vais cliquer sur supprimer. On va créer un nouveau cube, Shift A, Mesh Cube. Donc là, on n'a pas de monde de corrigide. Si je viens cliquer sur ajouter actif, automatiquement, Blender a créé un monde de corrigide. On peut en créer bien sûr plusieurs. Donc voilà, généralement, on en a qu'un pour que ce soit un peu plus simple d'interagir, parce que sinon, on va avoir des objets qui vont dans le même espace. On va avoir des objets qui interagissent selon des données et d'autres qui interagissent selon d'autres. Ça peut être utile, par exemple, si jamais vous voulez avoir des personnages dans un jeu ou dans un film qui se mettent à voler par rapport à d'autres. Donc, pour qu'ils se mettent à voler, vous pouvez très bien dire que ce personnage est dans un autre monde de corrigide dans lequel la gravité est par exemple positive. Si je mets par exemple ici une gravité de 9,81 au lieu de moins 9,81, je lance l'animation et mon cube ne va plus tomber mais va s'envoler. Vous voyez, mon cube s'envole. Voilà comment on peut faire décoller quelqu'un. C'est assez simple en fait. Voilà. On peut même dire que... Alors on va remettre la bonne valeur. Voilà. Voilà. On a notre cube qui va... Là, notre cube il tombe. Donc maintenant, je voudrais que mon cube tombe sur une surface. Sur un sol. Donc on va lui mettre un plan. Donc déjà, on va le mettre au-dessus du sol. Je vais faire un Shift A, Mesh Plan. On va l'agrandir, on va faire un S20. Voilà, on a notre plan. Et maintenant, on n'a plus qu'à lancer l'animation. Et boum, mon cube traverse son plan. Et pourquoi ça? Ben, tout simplement parce qu'on n'a pas dit à Blender que le plan rentrait dans le monde de corrigide. Il ne fait pas partie de ce groupe-là. Donc pour que le plan fasse partie de ce groupe-là, il faut lui mettre un petit contour vert au-dessus de la place du contour rose. Donc on va revenir en arrière, je vais cliquer sur ajouter actif et c'est bon, j'ai mon contour vert, c'est bon, ça va marcher. On va cliquer sur lecture et ça ne fonctionne toujours pas. C'est normal parce qu'on l'a mis en actif. Si on l'a mis en actif, eh ben il est soumis comme le cube à la pesanteur. Donc on pourrait dire, ben là, on va décocher ces cases pour que ça ne soit plus soumis à la pesanteur. Ce n'est bien plus soumis à la gravité, mais le cube non plus. Donc ça ne fonctionne toujours pas, donc on va réactiver ça. Mais alors pour que, en fait, il faudrait que ce plan devienne un obstacle. Donc pour que ça devienne un obstacle, il ne faut plus qu'il soit en actif, mais en passif. Donc on va cliquer sur ajouter passif. Maintenant, ça veut dire que mon plan est bien dans le monde de corrigide, mais il est devenu un obstacle. Ça veut dire que tous les éléments vont bien avoir des collisions, tous les aimantifs vont bien avoir des collisions avec cet objet, mais cet objet ne bougera pas. Il ne bougera jamais. Donc voilà, il sera fixe dans ce monde. Donc je vais cliquer sur lecture, et cette fois on a bien notre cube qui vient de tomber dessus. Hop, on va vérifier. Alors vous allez voir que c'est même assez réaliste. Si je le fais tomber d'un peu plus haut. Voilà. On va, hop. On va le faire tourner un petit peu avant. Vous allez voir que si je fais un petit R, X, on va tourner un petit peu. Et voilà. Vous voyez bien que c'est bien devenu un obstacle. Ma surface est bien devenue un obstacle. Ici, on va mettre la position 0, 0, 0. On va mettre la rotation normale. Maintenant, on va créer un autre objet. Shift A, Mesh Sphère, ou bien vous voyez l'histoire d'obstacle et ainsi de suite. Donc là, je rappelle que mon centre de gravité, le petit point qui est ici, se trouve bien au milieu de ma sphère. Initialement, on découpe une sphère, c'est comme ça, on peut la déplacer bien sûr dedans. Mais pour l'instant, au départ, quand on crée la sphère, mon centre de gravité est pile au milieu de ma sphère. C'est-à-dire qu'il est à, comme ma sphère fait 2 mètres de rayon, 2 mètres de diamètre, mon point est à 1 mètre de tous les sommets qui sont autour.
Donc, si je, là, ici la position, c'est la position justement de ce centre de gravité. Donc si je veux que ma sphère soit au-dessus du sol, il suffit de mettre ici sur 1. Comme ça, mon centre de gravité se trouve à 1 mètre au-dessus du niveau du sol. Donc forcément, celui-là qui est à 1 mètre se trouve au niveau du sol. Donc ma sphère là, elle est posée sur le sol. À ce moment-là, si je vais la décaler un petit peu vers la droite, et on va lancer l'animation. Et là, mon cube traverse ma sphère, car elle n'est pas rentrée dans le monde de Corrigide. Je rappelle qu'une fois qu'elle est rentrée dans le monde de Corrigide, le contour de l'objet n'est plus rose, il est vert. Donc on va cliquer ici sur, on va par exemple le mettre, donc je veux que ce soit l'obstacle au départ, on va cliquer sur ajouter en passif. Je reviens en arrière, je vais cliquer ici, et on va, ainsi de suite, voilà, c'est bien devenu un obstacle, on a bien vu que le cube avait roulé sur la sphère. On va revenir là et on va recommencer et on a bien notre obstacle. Ma sphère est bien devenue un obstacle. Tac. Voilà. Maintenant je vais vous montrer la différence. Donc là c'est bien un obstacle. Maintenant si je la passe en passif, en actif plutôt, on va voir que la différence. Donc mon cube va bien jouer avec la sphère, mais cette fois ma sphère, elle bouge. Elle roule dessus. Elle roule dessus ma surface. Et si ma surface, on va s'arrêter là, et si ma surface était un peu plus courte, eh ben elle tomberait. Donc on va voir. Ici, je vais cliquer ici, je vais la diminuer. S. On va la diminuer comme ça, et on va lancer l'animation. Donc logiquement, si ma surface est assez courte, ma sphère va tomber. Voilà, vous avez vu que ma sphère tombe. On va le diminuer encore un petit peu, je vais faire un petit S. Voilà. Tac, on va. Hop, ça va tomber. Mon cube va toujours rester dessus. On va bien glisser et ainsi de suite. Et ma sphère, elle, va se mettre à tomber. Voilà. Donc tout fonctionne comme je vous l'ai expliqué, avec les outils actifs et les outils passifs dans le même temps. Donc maintenant je vais appuyer, hop, sur pause, je vais faire un petit S et on va l'agrandir. Faire un CTRL Z plutôt pour lui redonner sa taille originale. Je vais cliquer sur ma sphère, je vais la supprimer. Et maintenant je vais cliquer sur mon cube, je vais le supprimer. J'espère que pour l'instant je ne vous ai pas perdu. On va aborder un chapitre un petit peu plus poussé, justement. On va parler des collisions d'objets vraiment imbriqués les uns dans les autres. Donc le meilleur exemple, c'est de faire une chaîne. Donc pour faire une chaîne, on va se servir d'un tore. Vous allez voir, ça va être vite fait. Je vais appuyer sur 5 pour passer en vue ortho et sur A pour passer en vue de face. Je vais appuyer sur Z pour passer en vue de fer. Et je vais faire un Shift A, Mèche tore. Je vais faire un RX90 entrée. Je vais appuyer sur le point pour zoomer sur l'élément actif. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. J'appuie sur CTRL, je maintiens la touche CTRL. J'appuie sur la touche Tab pour passer en mode vertex. J'appuie sur A, sur B et je viens sélectionner avec une boîte tous les vertex qui sont au-dessus de l'axe du milieu. Je vais prendre la flèche bleue et on va venir étirer ceci pour faire un maillon. J'appuie sur tabulation, je passe en mode objet. Je vais mettre ça, je vais prendre la flèche bleue et on va le mettre au-dessus du sol. Logique. Et maintenant on va le repasser en mode actif. Je vais lancer la lecture pour faire tomber mon maillon sur mon plan. Et au bout d'un moment, vous allez voir que l'équilibre du maillon va basculer logiquement et il va tomber sur mon sol. Ce qui se passerait logiquement si on faisait tomber un maillon bien verticalement sur un sol, qui tomberait bien comme ça, et il mettrait un petit moment à perdre son équilibre et à tomber. Vous voyez, ça me paraît assez réaliste comme mouvement. Voilà, parfait. Hop, donc on a notre maillon qui est ici. On va en faire un deuxième. J'appuie sur 1 et je vais faire un Shift D RZ 90 entrée et on va le mettre au-dessus. Comme ceci. Donc pareil, comme on avait fait une duplication du premier, donc c'est bien un objet actif aussi. On vérifie bien en venant ici, c'est bien devenu un objet actif. Celui-là est aussi un objet actif, donc ça va fonctionner. Maintenant, pas de problème, je viens cliquer sur lecture et oh là, il s'est passé des choses bizarres. On a bien vu que par rapport au sol, il y a bien ces collisions qui fonctionnent bien, mais les deux maillons entre eux,
ben ça s'est pas passé comme on voulait. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que ici, si on vient ici, on voit un petit onglet qui s'appelle collision de corrigide. Et on voit que dans la prise de la forme, on a pris une coque convexe. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'initialement, il faut bien oublier que Blender a été développé il y a déjà un petit moment, a commencé à être développé il y a un petit moment, et ils ont privilégié les réglages initiaux, c'est pour faire tourner Blender sur tous les ordinateurs, même ceux qui n'ont pas des puissances de calcul assez poussées. Donc, pour simplifier les calculs des mouvements dans le monde de Corrigide, ils ont dit chaque mèche va être inclus dans une boîte. On va dire, je vais vous montrer, ça ne correspond pas tout à fait à ça, mais ça peut être plus parlant pour vous. On va dire que c'est comme manière, c'est le même principe de la vue de la boîte englobante. C'est pour les ordinateurs qui ne sont pas assez puissants. Comme ça, on voit quand même les objets bouger sans qu'on ait des calculs assez poussés derrière. Donc, on a dit à Blender, on a des boîtes, ce qu'ils appellent des coques convexes, dans lesquelles est mon mèche. C'est cette boîte-là qui va interagir avec le monde physique du monde de Corrigide. Donc, c'est-à-dire c'est cette boîte-là qui va être soumise à la pesanteur, mais comme mon maillon de chaîne est dans cette boîte, il va être... C'est lui, comme la boîte suit la pesanteur, mon corps qui est mon maillon qui est dans la boîte va suivre aussi la pesanteur. Donc pour régler ce problème de maillon qui s'entrechevauche, parce que justement dans cette boîte on n'a pas de... Si on regarde bien la boîte, excusez-moi, il y a un problème à l'œil. Voilà. Alors, justement, dans cette boîte, si on regarde bien, on n'a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vertèbres. Le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de dire qu'à l'intérieur, il y a un trou. Et encore moins de dire que les deux trous, il y a un trou ici et un trou ici, et que sont comme ça. Il n'y a aucun moyen de nous dire parce qu'on n'a pas de trou. Donc là, c'est pour ça qu'au départ, si vous allez voir qu'avec les boîtes englobantes, l'animation elle paraît beaucoup plus réaliste. Si je lance l'animation avec les boîtes englobantes, vous voyez que ça me paraît normal. Parce qu'en fait, au départ, elles se détachent parce qu'elles ne doivent pas se... Blender, il comprend pas. On a deux boîtes, mais il les a mis. Alors, on va d'abord se détacher, après on fera agir la physique. Donc pour régler ce problème, on va changer justement le mode convexe pour que ça ne soit plus avec des boîtes, mais avec nos mèches, dans lesquelles on a vraiment un trou. Donc pour ceci, on va cliquer ici, on va cliquer sur mèche. À ce moment-là, on va venir en arrière et on va cliquer ici. Et ça ne... Alors attendez, on n'est pas cliqué sur le bon. Là. Et on va cliquer ici. Et ça fonctionne, mais pas trop bien, parce que au départ, ça c'est pas encore tout à fait ça. Tout simplement, je vais vous montrer. C'est qu'il y en a un qui est mis en mèche, mais que l'autre est toujours encore convexe. Donc on va cliquer sur mèche aussi pour l'autre. Et on va pouvoir cliquer ici. Et on va, cette fois, vous voyez que cette fois, le mouvement fonctionne vraiment très bien. C'est parfait. Maintenant, on va revenir en arrière. J'appuie sur 1. Et on va dupliquer un peu cette chaîne pour la rendre un petit peu plus longue. Alors, je vais sélectionner avec B mes deux maillons. Et je vais les enlever du monde de Corrigide. Voilà, maintenant ils sont plus dedans. Si je lance l'animation, il ne se passe plus rien. Parfait. Maintenant, je fais un Shift D, Z. On va monter un petit peu. Et là, je regarde dans le coin en bas de combien monte ma valeur. Je pense que c'est 5. Non, on va mettre 4,6. Ce sera bien. 4,5. Donc, je vais taper 4.5. Entrée. On va vérifier. Il ne faut pas que mes maillons se touchent. Voilà, comme ça. Il y a un espace entre les maillons. Parfait. Je reviens sur la vue 1. Et là, je vais faire un Shift R. Shift R duplique la dernière action que j'ai fait dans Blender. La dernière action que j'ai fait dans Blender, c'est Shift D, Z, 4.5, entrée. Donc Shift R, R, et ainsi de suite. Il la duplique à chaque fois. Il fait la dernière action, donc on va ainsi de suite créer une chaîne. Voilà, on vient de créer une chaîne.
Je vais sélectionner toute ma chaîne, donc B. Et on va bien sûr les mettre dans le mode, on va les ajouter en actif. Voilà, je vais cliquer sur lecture. Mais comme ils ne sont pas, c'est toujours des formes convexes, vous voyez que ça ne fonctionne pas, parce qu'on est en coque convexe. Et vous avez vu que c'est le même des paillons qui traverse carrément notre plan. Voilà, ici, ils sont tombés à côté. Voilà. Ça ne fonctionne pas du tout. Qui est normal. Donc on va les mettre en coque en mèche. Donc on va sélectionner, alors pour mettre tout d'un coup, je vais sélectionner, vous voyez que c'est un, dans tous ceux qui sont sélectionnés, ils ont tous en vert, et il y en a un qui est en vert plus clair. C'est-à-dire qu'ici on a tous les objets qui sont sélectionnés, sauf qu'on en a un qui est actif dans la zone. On peut bien sûr avec la touche Shift changer celui qui doit être actif. Donc moi je vais mettre sur le tuyau par exemple. Celui-là je vais le mettre en coque en mèche. Donc tous les autres sont toujours, si je clique sur celui-là, il est toujours en mode coque convexe. Donc je vais aller sélectionner, j'appuie sur 1, B, et on va venir sélectionner tout ceci. Je vais mettre Shift sur celui-là qui est en mèche. Et là maintenant, en faisant copier depuis actif, je vais donner à tous les éléments qui sont sélectionnés les valeurs qui sont ici, dans cette page du corrigé. Tous les éléments qui sont ici vont être attribués à tous les éléments qui sont là par rapport au mode à celui qui est actif. Actif, lui c'est à mèche déformée 0,548. Donc là, si je vais cliquer ici, je vais donner ces attributs à tous les maillons qui sont ici. On peut bien vérifier, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Donc maintenant on va voir si ça fonctionne mieux. J'appuie sur lecture. Et là on a bien un mouvement de chaîne qui fonctionne parfaitement. Je viens ici et je vais mettre en solide pour bien me rendre compte que ma chaîne apparaît assez réaliste. Les maillons sont bien enchevêtrés les uns dans les autres et ils ne sont pas repartis comme ça à l'improviste. On va revenir en arrière. Et on n'a pas fini. Maintenant, je voudrais que ma chaîne se suspende dans l'air. Ça veut dire que le premier maillon, lui, il soit accroché à... Le premier maillon ne bouge pas et que les autres se suspendent. Donc, comme je vous ai dit, comme j'ai fait pour le plan, on va le passer en passif. Donc je vais prendre le premier maillon qui est en haut. Au lieu de le mettre en actif, je vais le mettre en passif. Je viens ici et je vais cliquer en passif. Il est bien passé en passif. Tout va bien. Pas de problème. On va pouvoir lancer la lecture. Donc je lance la lecture et il s'est décroché. Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, il s'est décroché tout simplement parce que c'est un obstacle et pas un élément actif. Donc la différence c'est qu'un obstacle, tous les éléments rebondissent sur lui. Mais ce n'est pas un élément actif. Pour qu'il reste accroché, que mon maillon reste accroché, il faut que ce soit un élément actif. Mais je ne veux pas qu'il bouge, je ne veux pas qu'il soit affecté par la pesanteur. Donc on va le passer en actif. Donc soit vous le mettez ici, soit ici. On va le passer en actif. Mais je veux le passer en actif non dynamique. C'est-à-dire qu'il ne bougera plus. Donc là, à ce moment-là, je vais pouvoir lancer la lecture. Et voilà, ça fonctionne. On a bien nos maillons qui sont les uns accrochés les uns aux autres et que le premier ne bouge pas. C'est parfait. On va pouvoir revenir en arrière. Je vais sélectionner encore tous mes maillons. J'appuie sur B. Voilà. Et on va monter ceci un petit peu plus haut. À peu près comme ça. On va lancer l'animation. Et juste histoire que mon maillon final ne soit pas au niveau du sol. On va encore les monter un petit peu. Là à peu près. Voilà. Voilà, on a nos maillons qui bougent. Parfait. Je vais maintenant mettre mon curseur 3D à peu près au point qui est ici. Donc je viens ici. Voilà. Et je vais cliquer sur Objet, aimanté, curseur, vers sélection. Donc j'ai mis mon curseur 3D au centre de gravité du premier maillon. Je vais sélectionner ici curseur 3D. Je vais appuyer sur A. Pour tout désélectionner, j'appuie sur B. Je vais sélectionner tous les maillons qui sont en dessous et je vais faire une petite rotation sur l'axe. Je vais mettre sur la vue 1 et sur l'axe BY. Donc R, Y. Donc vous voyez que tout est tourné par rapport à mon centre de gravité. Je vais le redécaler, j'appuie sur G,
Et on va venir mettre mon maillon à l'intérieur de l'autre. Voilà. Maintenant, si je vais lancer l'animation, mon maillon, ma chaîne va se balancer et elle va rester accrochée normalement en haut. Je vais lecture et on a bien notre chaîne qui fonctionne. Parfait. Vous voyez bien que ma chaîne se balance. Il n'y a pas de problème, tout fonctionne. Alors, on a un petit souci, c'est que là, on a également une masse ici. Alors, ce qui serait bien, c'est que on dit à ma Blender combien pèse chaque élément. Moi, je dis que ce serait pas mal. Et ben, si on le voit là, on a calculé masse. On clique dessus et on va cliquer par exemple sur faire. On va sélectionner un des maillots. Je vais faire calculer masse et on va aller cliquer sur faire. 12,6 tonnes. Pourquoi 12,6 tonnes? Parce que c'est un maillon en fer, oui, mais qui fait 50 cm sur 3,64 mètres sur 2,5 mètres. Donc à mon avis, un maillon en fer qui fait ces dimensions-là fait vraiment 12,6 tonnes. Un maillon qui fait 7 d'épaisseur, il fait bien ces 12 tonnes. Donc on va peut-être diminuer un peu la taille de tout ça. Donc je vais mettre sur Shift S curseur vers centre. Je vais mettre ça encore via le curseur 3D. Je vais appuyer sur A pour tout sélectionner et je vais faire un S pour diminuer un petit peu tout ceci. On va mettre une dimension un peu plus logique. On va mettre 0,01. On va laisser 0,1 déjà. Là. C'est-à-dire que maintenant, si je prends un maillon, le maillon il fait plus de 25 cm sur 5 cm. C'est encore un peu grand. On va diminuer encore. S. Je maintiens Shift et on va diminuer encore. On va mettre 0,01. S. Là, je vais mettre 0,01. S. S. Alors, je vais l'oublier, j'ai un petit problème. On sélectionne tout S. S. On va le mettre directement 0,01. 0,01. 0,01. 0,01. Donc là, attendez, parce qu'on ne peut pas tout faire comme ça, donc je clique, on revient en arrière, hop, hop, S, sur, là, on va mettre le bras comme ça, hop, ça veut dire qu'ici, si je prends un maillon, il fait plus que 2,52 sur 3,67 sur 5,04. Donc maintenant je peux cliquer sur calculer, masse et je vais mettre en fer, il fait toujours 2,6 tonnes. C'est-à-dire il y a un problème. On a diminué la taille, là par contre c'est un peu lourd, hein, parce qu'il fait plus 5 mm sur 2,52 sur 3,67, il fait encore 2,6 tonnes. Ah oui, c'est normal car Blender prend en compte pour calculer la masse, la taille de l'objet, mais à l'échelle 1. Et là, on est à l'échelle 0,01. Donc, pour mettre tous mes éléments à l'échelle 1, il suffit de faire un Shift A, plutôt CTRL A, taille échelle. À ce moment-là, le maillon qui est sélectionné fait vraiment 2,52. À ce moment-là, si je fais calculer masse, faire, il ne fait plus que 12,9 grammes, ce qui est beaucoup plus logique. Donc, on va venir ici, on va faire pareil, calculer masse. Celui-là, on va le mettre par exemple en granit. Le sol, ça c'est pas vraiment important, mais qu'il est passif, vous voyez bien qu'en passif en plus on n'a pas la masse. Donc ce que je vais faire, je viens ici,
Je vais recalculer ici. Ici. Je viens appuyer sur B, je viens sélectionner tout ceci. On a le maintien Shift pour sélectionner celui-là en dernier. Comme ça devient l'objet actif. On va cliquer ensuite copier depuis actif. À ce moment-là, tous mes maillons font bien 12,9 grammes. Je vais relancer l'animation. Oh. Ne plante pas, toi, il n'y a pas besoin que tu plantes. Je t'ai pas demandé des trucs astronomiques. Allez, plante pas. Plante pas. Bon, on va être obligé de refaire. Ouais, pas grave, on va refaire. Hop. Tac. Est-ce que je peux? Oui, voilà. Hop, on va lancer l'animation. Allez, voyez, il a planté. Blender a planté. Ah, on va relancer. Fichier. Nouveau. Rechercher une chaîne de démarrage. On va recommencer. Donc on va recommencer. Je vais faire tout de suite mon Shift à Mesh Tor. Là, on va tout de suite lui donner la dimension de 0,01. Entrée. Shift A. Shift A. Non, CTRL A. Taille échelle. On va appuyer sur point pour zoomer dessus. RX 90 1 5 Z fil de fer. Tabulation mode edit. CTRL tab vertex A B. Je viens sélectionner tout ceci. Voilà, on va monter ça. J'appuie sur tabulation, je replace en mode objet. Shift D RZ 90. On va venir monter ça un petit peu au-dessus. J'appuie sur B, je vais sélectionner tout. Je fais un Shift D, on va monter ça sur Z. Donc on va monter ça de... Attendez, CTRL Z. Le Shift R normalement. Voilà. R. Voilà, j'appuie sur B, je viens tout sélectionner. Voilà, sauf le dernier. Alors, je fais un Shift, je vais désélectionner celui-là. Juste, CTRL Z, Shift, désélectionne celui-là. Je vais cliquer ici sur physique. Et je vais le mettre en objet, ajouter en actif. Je viens sélectionner sur un des maillons ici avec Shift pour le mettre en actif. Je viens dans le monde de corps rigide, je les mets en mèche. Et je vais cliquer ici sur copier depuis actif. À ce moment-là, celui-là, je vais le mettre aussi en actif, mais en immobile. On va vérifier si tout fonctionne. Je vais lancer l'animation. Pourquoi ça se lance pas? J'ai un souci. J'ai un souci avec Blender. J'ai un souci. Ah oui, je sais pourquoi. Car le monde de corrigide ne fonctionne pas quand les éléments sont trop petits. Voilà le problème que l'on a. La Blender n'arrive pas,
car c'est trop petit pour lui. Alors normalement, je pense qu'on peut peut-être régler le problème en venant ici. Et dans mon monde de d'origine, on va diminuer cette valeur là. Allez, vous voyez que là on peut pas. Point d'achat de cœur de JID. Éviter 1. Le problème, c'est dans Blender, on n'arrive pas à calculer quand c'est trop petit. Donc, ce qu'on va faire pour l'instant, on va calculer la masse, par exemple de ça, le faire, et hop, et ça fait 2,4 grammes. Voilà. On va revenir en arrière, Shift Z, enfin, je sais pas, Shift Z, CTRL Z. On va se mettre à la première image. On va mettre en image 0. Entrée. Ici, je vais appuyer sur B pour tout sélectionner. Je vais lui mettre les valeurs ici, pas de 1, mais de 100. 100. Et 100. Sur un des maillons. Donc là, c'est les valeurs qu'on avait tout à l'heure. Donc on est toujours à 12,9 grammes. Hein, donc là, j'ai fait un CTRL A taille échelle. Voilà. On va pouvoir supprimer. Donc je vais désélectionner chez Shift ceci. Je vais faire X supprimer pour supprimer tous les autres. Je vais mettre sur la vue 3 par exemple. Shift D Z. On sélectionne ça. Shift D R Z 90. Voilà, on va la monter. Je sélectionne les deux. Shift D Z. Shift R R R R R R R. Donc tous ceux-là ils sont en actif non dynamique. Donc je vais sélectionner avec B. Je sélectionne tout ceci. On va les passer en dynamique et là copier depuis actif. Le dernier on va le passer en actif non dynamique. On va mettre ici 12,9 grammes. 9 grammes. Voilà. Et on appuie sur B pour sélectionner tous les autres. Et là on va calculer copier depuis actif. Ça veut dire que maintenant tous mes maillons font 12,9 grammes. Même si la taille n'est pas idéale, c'est bon, on a tous nos éléments. Je vais appuyer sur B, je vais sélectionner ma chaîne, on va la mettre un peu plus haut, on va lancer la lecture. Cette fois ça doit marcher. Non, car on est en code convexe. Vous voyez que ça fonctionne beaucoup mieux quand il y a beaucoup moins de calculs. Donc là je viens cliquer par exemple sur code convexe, je vais cliquer sur Mesh. Donc on va désélectionner avec Shift le dernier, je vais sélectionner celui qui était en mèche là. On va mettre n'importe lequel, je vais cliquer sur Mesh. On va cliquer sur copie depuis actif. Maintenant si je lance la lecture, hop, il y a un petit souci. Ici il est en actif dynamique. Celui-là il est bien en actif dynamique mesh. On relance. Donc là on a deux petits soucis. On va remettre 1 kg pour voir si c'est ça qui pose problème à Blender. Tac, on va venir en arrière. B. Copie depuis actif. Il y a un problème. Là. Voilà, c'est qu'il n'était pas en match, il était resté encore convexe en haut. Donc là, normalement, on peut remettre 12,9 grammes. Hein, ici. 9 grammes.
Voilà. Vous voyez que dès que j'ai mis 12,9 grammes, la résistance n'était pas assez forte par rapport à la taille. Donc, il s'est détaché. Donc on va laisser 1 kg. C'est pas grave, hein, les valeurs sont pas réelles. Mais après, c'est juste pour une animation. Donc voilà, on a notre élément qui est là. Celui-là, faut mettre en dynamique. Voilà, quelque chose de sympathique. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais rajouter ici une sphère pour alourdir le dernier maillon. Donc Shift A, Shift S, curseur de la sélection, Shift A, Mesh, c'est arrivé. Voilà, je vais la grossir, S, et je vais la baisser un petit peu. Voilà, je viens sélectionner les deux maillons, je viens maintenant sur les outils et on va cliquer sur Union dans l'outil booléen pour créer un objet. Je vais cliquer sur Physique, calculer masse et on va mettre en fer. Vous allez voir que cette fois on est à 1,2 tonnes. Donc on va plutôt mettre 1,2 kg. On va mettre 2 kg par exemple. Parce qu'on a quelque chose de beaucoup trop lourd. On va remettre l'animation au début. Et voilà, on sent le poids de la boule. Alors, on va augmenter la poids, on va lui mettre 20 kg. On voit la différence. Vous voyez, ça a été jusqu'à détacher, casser les maillons cette fois. Donc, on va laisser à 2 kg. Vous voyez que la masse elle joue aussi sur la résistance de l'objet. Parce qu'on lui a dit que c'était en fer. Mais le fer qui fait tel volume avec tel poids n'est pas assez résistant, donc ça casse. Tout est rentré vraiment en ligne de compte. Je vais sélectionner maintenant le maillon qui est là. Je vais faire Shift S, curseur vers la sélection. Ici on va mettre curseur 3D. Je vais sélectionner avec A, désélectionner avec A, B. Pour sélectionner tous les autres maillons sur ce duo. Et là je vais faire un. Je le mets sur la vue 1. Et je vais faire un petit RY. On va faire ce qu'on avait tout à l'heure. RY. Donc là, on s'assure quand même que mon maillon du haut et alors je vais passer en mode solide pour me voir. Voilà, c'est bon. On va lancer la lecture. Hop. Donc là, on vient de faire un pendule. Avec une masse au bout. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, on va déjà venir ici. Et on va cliquer sur Outils. On va cliquer sur Adoucir. Voilà, on a quelque chose de beaucoup mieux. On va lui mettre une texture ici de chrome. Et après, je ferai une petite animation. On va faire une petite texture de chrome. Voilà. Ici en bas, je vais faire un plan. Donc Shift S, curseur vers centre. Shift A, Mesh, plan. S, fin. Donc là, on va lui mettre la même texture. En chrome. Voilà. On va mettre en 5. Et je vais faire un Shift. Peut-être l'agrandir encore un peu. Je vais faire un S10. Voilà. Shift Z. Où est-ce qu'on ne l'a pas pris en compte? Ah oui. Alors on va recommencer. Shift Z. Ici on a le maillon. J'appuie sur B. Je vais sélectionner tout ceci. On a d'ailleurs toujours le dernier maillon actif. Je fais un petit contrôle L et on va cliquer sur matériaux. Je fais un Shift Z. Maintenant toute ma chaîne est en fer.
en Chrome exactement. Si on lance l'animation, on va voir que on a bien, tout fonctionne très bien. On va s'assurer quand même qu'on ne touche pas le sol. Parfait. On va venir en arrière. On va regarder en bas. Voilà, parfait. Donc en bas, ce qu'on pourra mettre, on va pouvoir mettre, je sais pas, un shift. Donc déjà, on va mettre un shift Z pour le mettre ici. On va celui-là le mettre en passif. Je vais rajouter un shift A mesh, un cône par exemple. Donc le cône est ici, on va l'agrandir. S. Alors attendez. S. Donc on va lui mettre 20 là. Voilà. Comme ceci, on va mettre ça à 10. Voilà, comme ça il est au niveau du sol. On va le mettre en ajouter en actif. Donc là, si on lance la lecture, on a bien expulsé l'objet. Parfait. Donc mon cône, comme on lui a pas attribué calculer de masse, il va faire de base 1 kg. Donc on veut que cette fois mon cône fasse, par exemple, soit en polystyrène par exemple. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas mis. Donc on va mettre un cône de 1 gramme. Vous avez vu comment tout à l'heure il a bougé, il faisait 1 kg. On va voir comment il va bouger s'il fait plus que 1 gramme. Voilà. Maintenant on va augmenter le poids. On va lui mettre 10 kg. Et que le mouvement n'est pas du tout le même en fonction de la masse de notre objet, ce qui est logique. Donc on va faire une petite animation. Je vais mettre une texture par exemple ici, je sais pas, on va lui mettre une texture de plancher, parce que j'ai une texture de plancher. Donc pour faire une texture de plancher, on va faire un petit tabulation. J'appuie sur Mode Edit, je vais faire un U, déplier. Là on va me faire dans les textures, on doit avoir une texture dans les planchers. Ici, on va prendre, je sais pas, le plancher par exemple. Donc je rappelle que quand on est là, si je fais un Shift Z, on va voir ça va marcher. Voilà. Tabulation, mode edit. U. On va faire projection sphérique. Ça marche pas non plus. On va faire U. UV projection intelligente. Ok. Ah, ça marche cette fois. On a bien les textures de bois qui s'est appliqué. Donc là, on va retourner dans l'éditeur de nœuds. Ici, N. Alors là, on a les options pour notre texture. Alors, on va se mettre ici, on va zoomer. On va diminuer cette valeur là pour que notre bois soit un peu plus gros. Voilà, comme ça. On va baisser le brillant. On va baisser le lustre. On va monter un petit peu comme ça. Le vernis, on va le baisser aussi. Voilà, ici on va même pouvoir faire un petit CTRL T. CTRL Z. CTRL Z. Ah, attendez. Là, supprimer plutôt. Ici, on va mettre ici sur le déplacement. Voilà.
J'aurais dû... J'ai pas mis la rotation là-dessus. Voilà. On a un autre cube en bois. Voilà, sur le sol. On n'a plus qu'à lancer une animation. Je vais faire un 0. Je vais mettre ici verrouillé. Alors attendez, on va changer. On va se mettre un angle qui va paraître un peu plus logique. Donc on voit aussi bien le mouvement de balancier que la fin de la course du Mocone. Là je fais un contrôle Alt 0. Ici je vais verrouiller caméra à la vue. Là on voit rien parce qu'en fait ici on va baisser, augmenter cette distance là, on va mettre 10 km. Là et là. Alors pourquoi on voit pas, c'est parce que c'est ici. On va sélectionner la caméra. 1 mm mieux, j'ai pris sur 0 ici. Et on va mettre 1 km. Voilà, cette fois on voit. On va aller chercher le Word ici. Tac. Shift A, mat, convertisseur, mat. On passe en multiplier. Shift A, convertisseur, mat. On va passer en invité. On va tac, connecter les deux là. Sur la force. Ça ici. Et on va pouvoir booster un petit peu l'éclairage. Voilà. Je me mets sur la vue caméra 0. Je viens sélectionner ça. Verrouiller caméra à la vue. Voilà, quelque chose comme ça. Tac. Maintenant, on va lancer l'animation. Pour voir ce qui se passe. Donc là, on va baisser le poids de mon cône parce que je trouve qu'il est un peu lourd. On va sélectionner le cône. On vient ici, on va lui mettre, je sais pas, 2 kg. Voilà. On va relancer l'animation. Voilà, c'est un peu plus bon. Tac. Maintenant, ce que je vais faire, je vais déverrouiller la caméra à la vue. On va zoomer un petit peu. Je vais faire ça en plein écran. Voilà. On a notre cône qui est ici. Alors, mon éclairage est peut-être un peu fort. Je viens sur le Word. Je règle mes forces là. Ici, on va pouvoir baisser un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, je viens ici. Je vais sélectionner la caméra. Je vais ici activité automatique, donc je clique ici. Je vais cliquer sur verrouiller caméra à la vue et je vais lancer l'animation. Voilà, je vais arrêter mettre pause. Maintenant on va lire l'animation. J'arrête ça. Et on va lancer l'animation. Voilà. Ce qui fait que non seulement on a fait un mouvement de balancier qui poussait le cône, mais on a également la caméra qui suit le mouvement de l'animation. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le rendu.
J'espère que vous avez bien compris le fonctionnement du monde du corps rigide et que vous avez bien tout compris sur ces astuces. Vous avez vu que si on met une chaîne trop petite, vraiment trop petite, Blender, le monde de corps rigide n'arrive pas à fonctionner. Il faut des tailles, généralement on laisse les tailles d'origine des mèches. Donc le problème c'est que ça fait des poids beaucoup plus grands qu'il le faut. Donc vous laissez les poids tels qu'ils sont, vous pouvez mettre 1 kg, vous voyez, de base. Et après vous pouvez jouer un petit peu sur les valeurs. Le problème c'est qu'on a, quand les dimensions sont trop petites, des dimensions réelles comme une chaîne, ça ne fonctionne pas malheureusement le monde de corps rigide. Donc on joue sur ça pour que ça fonctionne. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais faire le rendu de cette animation, je vais l'uploader sur ma chaîne et ensuite je uploaderai cette vidéo pour vous montrer comment fonctionne le monde de corps rigide. Ensuite je vous montrerai comment fonctionne l'outil Self Fracture et comment on peut interagir les deux ensemble pour pouvoir dans un premier temps percer une vitre avec une balle et dans un deuxième temps pour pouvoir détruire un immeuble avec une météorite. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser des commentaires et n'hésitez pas également à partager ma chaîne autour de vous. Salut à tous et à bientôt.